Sans filtre, présenté par Sarah Mondia. Bonjour, dans ce numéro de Sans filtre, nous recevons Destin Gavé, opposant et candidat déclaré à l'élection présidentielle de mars 2026. Il est président du mouvement républicain. Avec lui, nous parlerons de son parcours scolaire et académique, de son parcours professionnel, mais aussi de son engagement politique. Il sera également question d'actualité, notamment l'opération de lutte contre le banditisme lancée par la 2GSP, la prochaine élection présidentielle, la situation socio-économique du pays, mais aussi de l'avenir de l'opposition. Bonjour Monsieur Gavé. Bonjour madame. Bienvenue dans Sans filtre. Merci. Une fois de plus, bienvenue dans Sans filtre et comme annoncé, nous recevons Destin Gavé, candidat déclaré à l'élection présidentielle de mars 2026 et président du mouvement républicain. Bonjour Monsieur Gavé et bienvenue dans Sans filtre. Bonjour madame Damonga. Voilà. Destin Gavé, vous êtes né le 10 mars 1991 à Dolisie, marié, père de 4 enfants, diplômé de l'Institut du pétrole et du gaz de Kinshasa. Donc, vous êtes ingénieur, géologue et de religion, vous êtes chrétien. Exactement. On va dire chrétien. Alors, lorsque vous regardez votre parcours en tant que Destin Gavé, ce jeune qui a grandi à Dolisie et l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, surtout en politique, dont la voix compte, cela vous inspire quoi, Destin Gavé? Bon, déjà, il faut dire que je n'étais pas destiné à la politique. Je pensais à tout sauf la politique. Parce que dans ma tête, c'était faire des affaires, avoir un métier excitant. Donc, je n'ai jamais pensé à la politique. Tout petit. Et aujourd'hui, les personnes qui m'ont connu tout petit sont très surpris. Et ils se demandent, mais quelle est la magie que j'ai opérée aujourd'hui? Comme vous l'avez dit, je suis ingénieur de formation. Généralement, la politique, on dit, c'est pour les juristes, oui, ceux qui sont passés, les historiens, oui, etc. Exactement. Et donc, les gens sont surpris, ils se posent la question, à quel moment j'ai fait les sciences politiques? Mais après, j'ai compris que c'est une affaire de vocation. Et je l'accepte. Aujourd'hui, je me sens bien dans ce que je fais. Je suis très épanoui en politique et je pense que j'étais finalement destiné à cela. Vous savez, le destin, on ne peut pas toujours le connaître, mais c'est avec des épreuves, avec du vécu, qu'on finit par trouver son chemin. Et je pense que Destin Gavé a trouvé son chemin aujourd'hui dans la politique. Mais quel est le déclic qui a poussé? C'est vrai que vous nous dites rien ne vous prédestinait à faire en réalité la politique, vu aussi la formation académique que vous avez eue. Mais quel est le déclic qui a suscité cet engagement de Destin Gavé aujourd'hui? C'est vrai que tout au long, dans la suite de l'émission, nous allons évoquer évidemment votre parcours et engagement politique, mais dites-nous. Alors déjà, il faut dire que j'ai grandi presque exclusivement avec ma mère. Je n'ai pas donc bénéficié de l'amour paternel, comme on peut le dire. D'ailleurs, je ne souhaite pas aux enfants congolais de grandir sans père, parce que souvent, vous pouvez vous perdre. Je n'en veux pas à mon défunt père, mais je dis ici que j'ai grandi exclusivement avec ma mère. Et pendant que nous grandissions, on vivait dans un quartier où on n'était peut-être pas les plus riches, mais on était quand même de ceux-là qui pouvaient avoir une télévision. Et donc, les autres venaient parfois suivre les dessins animés chez nous. Et je constatais une chose, lorsque nous étions en groupe, on faisait parfois des bêtises en groupe, les gens disaient toujours, ah, faut faire attention avec lui.
si on vient nous arrêter, si lui, on pourra toujours lui sortir de prison. Donc, je comprenais pas trop. Bon, c'était en rapport avec mes parents, notamment ma mère qui est aussi engagée en politique. Et donc, ce sentiment d'exclusion faisait naître en moi l'idée de savoir réellement pourquoi il y a cette différence. Pourquoi les autres enfants pouvaient se permettre certaines choses et d'autres non. Et donc, face à cela, les injustices, les inégalités, surtout, les inégalités sociales, on pouvait voir un enfant pieds nus, mais de l'autre côté, on voit un enfant avec des sandales. Et donc, ça a commencé à susciter en moi un sentiment de révolte intérieure. Mais je ne savais pas qu'un jour, ça pouvait se manifester. Et à partir de 2014, à la fin de mes études, presque, j'ai créé une association. Ah, ouais, ben attendez, on va arriver. Oui, en 2014, vous créez une association pour lutter contre les antivaleurs, justement. Mais on va arriver lorsqu'on va aborder votre engagement politique. Voilà. Des inégalités sociales. Exactement, voilà. Destin Gavé, à présent, nous allons aborder votre parcours scolaire et académique. Vous avez d'ailleurs publié une photo sur votre page officielle de 2006 en tant que lycéen seconde C au lycée Victor Justin Safou de Dolisie. Mais pourquoi vous avez tenu d'abord à publier cette photo? C'est pour vous remémorer les souvenirs lorsque vous étiez lycéen à Dolisie, ou encore pour rappeler aux gens d'où vous venez, carrément? Oui, c'est toujours important. Et sur la photo, j'étais avec un ami qui est au Canada. Oui. C'est mon meilleur ami d'ailleurs. Donc, du coup, lorsque je suis tombé sur cette photo, automatiquement, j'ai pensé à lui et j'ai voulu rendre hommage à ce lycée, le lycée Victor Justin Safou, qui a formé beaucoup de cadres. Alors, mon parcours... Mais si on peut rester sur justement le lycée, le parcours, ce que vous avez vécu, parce que 3 ans passés au lycée, seconde C, première D, terminale D, quel est le souvenir qui vous a le plus marqué de votre parcours dans ce lycée de Dolisie? Alors, il faut dire que nous avons rencontré des profs extraordinaires. Oui. Et le plus grand souvenir que j'ai, c'est en philosophie. Oui. On avait un prof qui s'appelait Monsieur Ndudi Arsène. Et il enseignait parallèlement au lycée technique de Dolisie, la philosophie également. Oui. Et donc, de l'autre côté, il enseignait ma sœur, Gavetou Viria Jenny. Et de l'autre côté, c'était moi. Et donc, un jour, il est venu, il a dit, mais quoi, vous les Gavé, vous êtes des sorciers ou bien? J'ai dit, comment ça? Mais de l'autre côté, ta sœur, elle est brillante, et toi ici, tu es brillant. Et j'ai gardé ce beau souvenir en termes de comparaison. Mais sinon, on a rencontré des professeurs extraordinaires, Monsieur Doudi, j'ai dit, Monsieur Nick Lelo, Monsieur, comment est-ce qu'on l'appelait déjà, Monsieur Paulin Badinga aux mathématiques, des personnes très chaleureuses qui nous ont donné des valeurs. Et aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes, c'est en grande partie grâce à eux. Des dirigeants extraordinaires. À l'époque, c'était le professeur Samuel Tiba, qui était un monsieur Passona, un homme vaillant qui avait vraiment une lecture très large de l'enseignement. Vous avez donc un bac D, vous allez nous dire tout à l'heure obtenu en quelle année, et vous avez fait les études en sciences pétrolières à l'Institut du pétrole du gaz en RDC. Et donc, vous avez un diplôme d'ingénieur technicien en sciences et techniques pétrolières et un master. Exact. Un master, donc ingénieur en géologie du pétrole. Exactement. Racontez-nous un peu ce parcours scolaire et académique. Oui. Là, je voudrais quand même, en toute honnêteté, dire que je n'ai pas eu l'enfance aisée. Ça, il faut le préciser. Déjà, je suis né à 29 semaines, donc prématuré. Je suis né à l'hôpital de référence de Dolisie. Je suis né en position de siège. Donc, tout ça. Je suis sorti par les pieds et ma mère a dû souffrir d'après ce que les gens disent. Mais comme je vous ai dit entre-temps, j'ai grandi exclusivement avec ma mère, que je voudrais rendre hommage ici. Et notre parcours, mon parcours scolaire n'était pas d'autant plus facile parce que nous étions obligés de nous sacrifier 2 fois pour aider ma mère, surtout après la guerre de 99 que Dolisie a suivi. Avant la guerre, c'était mieux, mais après la guerre, il fallait se reconstruire. Et donc, quand j'avais cours l'après-midi, le matin, j'étais censé aller vendre des yaourts dans les ronds-points, dans les carrefours. Et dès qu'il était 11h30, je devais stopper pour me préparer à aller à l'école.
Et toutes les vacances, j'étais obligé de faire des chantiers vacances. Donc, à Dolisie, c'est très connu, ce qu'on appelle les briques. J'en faisais et à la fin, je trouvais minimum 50 000. Je partais à Pointe-Noire, j'achetais quelques habits, je complétais les fournitures scolaires, etc. Donc, c'était pour nous une façon d'aider notre maman qui était commerçante, qui n'avait pas un travail fixe. Et nous avons grandi dans cette atmosphère-là et ça nous a forgé, inculqué des valeurs que nous défendons aujourd'hui. Et donc, c'était important de rappeler qu'on ne vient pas d'une famille ultra riche, mais nous avons grandi de façon modeste, surtout après la guerre de 99, où c'était plus difficile, jusqu'à l'obtention de mon bac. Et je suis allé, comme vous l'avez dit, à Kinshasa, où j'ai étudié les sciences pétrolières et après, j'ai commencé mon parcours professionnel. Voilà, cette parenthèse justement où vous combinez l'école et les petits métiers à côté pour soutenir votre maman, mais aussi pour subvenir à vos besoins en tant que élève, ça forge votre caractère et ça vous donne une autre perception de la vie. Oui, une autre perception. C'est pour dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais tous ces grands souvenirs, je les ai. Et quand même je suis de retour à Dolisie, parfois je vais visiter les chantiers des briques. Je rencontre parfois des amis qui ont été avec moi à l'époque en train de faire le même travail, qui continuent à le faire jusqu'à aujourd'hui. Et parfois, j'ai les larmes dans les yeux parce que ces derniers disent, nous attendons que tu deviennes président pour nous sortir de cette situation. Vous comprenez que ce sont des jeunes garçons de 35 ans, 34, 30, 36 ans qui continuent à faire ça parce que pour eux, c'est le seul moyen de subvenir à leurs besoins. Et donc, ça a donné en moi un sentiment de courage, mais aussi de fierté, en sachant que je suis sorti de là, mais avec la volonté des parents, avec ma propre volonté, aujourd'hui, je me suis créé une place dans la société. Et donc, c'est ça, Madame Sarah. Le travail, l'engagement, le sacrifice et surtout l'intégrité dans le parcours, ne pas se compromettre en tant que jeune, exact, qui va forger Destin Gavé, l'homme. Là, vous avez dit quelque chose de fondamental parce que tout était prédestiné pour nous d'aller au PCT. Parce que mon père est mort dans le PCT, membre du comité central. Ma mère est dans le PCT. J'ai un Votre frère? PCT. Donc, j'avais... À un moment, vous-même, vous avez soutenu le PCT? J'ai accompagné, pas soutenir. J'ai accompagné un frère. J'aime toujours bien éclaircir cette... Mais vous êtes un homme de conviction, Destin Gavé, il faut quand même reconnaître. Oui, mais accompagner... Vous avez soutenu à un certain moment les actions du PCT. Bon, vous savez, je n'ai pas soutenu le PCT parce que c'était le PCT. C'est ça la grande différence. J'ai soutenu le PCT parce que j'avais un frère au PCT qui avait des responsabilités et mon devoir de petit frère m'ordonnait de lui apporter un appui considérable. Mais c'était avant la création du mouvement. Vous soutenez plus votre frère que les actions menées par le PCT. Je soutenais beaucoup plus mon frère, je l'accompagnais dans ce qu'il faisait, honnêtement. Destin Gavé. Parce que je n'ai intégré aucune structure du PCT, je n'ai occupé aucune fonction au PCT alors que j'en avais l'occasion. Mais vous avez servi quand même le PCT. Ce n'est pas servir. En soutenant votre frère. Non, on sert, c'est lorsqu'on occupe une responsabilité. On est au service d'un parti politique lorsque vous êtes en train de mener des actions en faveur de ce parti. Or, moi, je travaillais, j'aidais, j'accompagnais un frère qui avait des responsabilités. C'est totalement différent. C'est comme aujourd'hui, vous avez un père alcoolique, je vous prends un exemple, et vous l'accompagnez dans comment dirais-je, dans sa série de détox, etc. Vous êtes en train de l'accompagner à sortir de cette situation. Et donc, moi, j'accompagnais mon frère pour réussir ses missions au sein du PCT. Mais je n'accompagnais pas le PCT en tant que tel. Ah, c'est vous qui le dites. Ah ouais, c'est la vérité. Destin Gavé, parlez-nous de votre parcours professionnel. C'est marqué par quoi? Caractérisé par quoi? Comment cela s'est-il construit, ce parcours professionnel? C'est une question importante parce que ça fait partie d'une bonne partie de ma vie. Lorsque j'ai terminé mes études à Kinshasa en 2014, oui. Je vous ai dit, j'avais le sang d'un homme d'affaires. Donc, pendant tout mon parcours en tant qu'étudiant, de l'argent comme on voyait, ma petite bourse que j'ai eue une année après lorsque je suis allé à Kin, ça m'a permis de faire quelques économies. Et dès que j'ai terminé mes études, j'ai acheté un taxi automatiquement. Et j'ai pris ce taxi, je l'ai mis à disposition d'un frère qui pouvait gérer parce que moi, dans ma tête, c'était je travaille dans une grande boîte pétrolière. Alors, en 2015, je repars à Dolisie et par la même occasion, il y a une structure forestière qui est née à Dolisie
dirigé par un monsieur très intègre, Zéphirin Yala. C'était Technique Bois-Duniari. J'ai eu un entretien très fructueux avec lui. Il a détecté en moi les talents d'un manager, d'un homme brillant. Il a dit, ben, comme la structure en création, ben, on va te confier le poste de secrétaire général de notre société. Vous serez en charge de l'administration, des ressources humaines, parce que je vois en vous le potentiel. J'ai accepté parce que c'était ma première expérience professionnelle. J'avais un salaire j'avais quel âge? J'avais 25 ans, un salaire de 800 000 francs CFA pour commencer. Ah, c'était beaucoup. Ah oui, honnêtement. Beaucoup d'argent. Avec une prime de logement de 50 000 alors que je vivais chez ma mère. Ah oui. Et donc, du coup, ça m'a permis de commencer à me forger. Oui. 2 mois plus tard, j'ai créé ma propre société. Ah. Que j'ai dénommée Jet Service, qui existe jusqu'aujourd'hui. Donc, la société faisait du bois industriel. Et moi, à côté, je faisais du bois artisanal. Donc, je faisais du sciage artisanal. Et ça me permettrait, en même temps, je travaille, je peux aussi travailler. Et ça a duré à peu près 4 années et demie. Et donc, j'ai commencé de juin 2015 à pratiquement décembre 2018. Presque 4 ans. Et en janvier 2019, j'ai été recruté par une société pétrolière, donc Wingwa, à Pointe-Noire, dans le département de la production, où j'ai exercé pendant pratiquement 2 ans. Et c'était une expérience nouvelle parce que là, c'était le domaine que j'ai appris à l'école. Et donc, on était en contact avec les rigs de forage, on était en contact avec le puits, on pouvait prendre les paramètres de puits, calculer la production journalière, etc. C'était un grand challenge. Et en 2022, j'ai été recruté par une société zambienne où je suis consultant jusqu'à l'instant où je parle. Consultant, c'est une société qui est dans les travaux publics, mais il y a une branche de la géologie. Et depuis quelques temps après, j'ai été aussi recruté dans la fonction publique en tant que cadre au ministère des Hydrocarbures. Donc voilà un peu. Grâce à l'appui de votre frère, ce recrutement à la fonction publique. Vous savez, pourquoi l'appui de mon frère? Mon frère n'a rien à voir. La fonction publique, elle est, si vous dites bien, la fonction publique. Et donc, comme vous avez des qualités, il faut souligner que lorsque l'actuel ministre des Hydrocarbures est arrivé, parce que ce sont des dossiers que nous avons déposés dès que nous avons terminé les études. Moi, dès que j'ai terminé les études, j'ai déposé un dossier au niveau de la fonction publique parce que on se cherchait, mais on ne trouvait pas trop dans le domaine pétrolier. Et donc, lorsque le nouveau ministre est arrivé, il a constaté dans sa politique qu'il y avait beaucoup plus de cadres qui n'avaient pas de prêt avec le domaine du pétrole. Donc, du coup, il a certainement fouillé dans la paperasse et on a trouvé. Et vous avez été recruté? Oui, exactement. En tant que Congolais, sans plus. Et donc, j'exerce, effectivement, je sers mon pays dans ce domaine. D'accord. C'est ce qui vous permet de financer les activités de votre parti. On va arriver. La fonction publique, vous savez, même quand mais non, on parle pas que le salaire de la fonction publique, mais tout ce que vous venez de citer en tant que consultant, en tant que. Les activités, il faut faire de la nuance. Les activités pétrolières, quand vous travaillez dans le pétrole, dans le bois, on se fait un peu d'argent. Ça vous permet d'investir. Aujourd'hui, je suis quand même dans le monde des affaires. Ça, il faut le dire. Je suis dans le transport en commun. J'essaie, tant soit peu, depuis des années déjà, à exercer dans ce domaine. Mais on ne prend pas l'argent de sa poche pour faire de la politique. Aujourd'hui, le mouvement républicain est un grand parti qui a des cadres un peu partout à travers le monde, dans la diaspora. Et nous vivons de nos cotisations statutaires. Et ça fait fonctionner le parti. En parlant justement du mouvement républicain de Saint-Gavé, on va maintenant parler de votre engagement politique parce qu'au début de l'émission, vous avez commencé à nous parler comment la vocation est née et comment vous êtes justement lancé pour devenir aujourd'hui engagé politiquement. En 2014, vous créez une association politique des jeunes pour lutter contre les antivaleurs. Dites-nous un peu les motivations. C'est vrai que vous parlez des antivaleurs et nous sommes en 2014, une année après, changement de la Constitution. Pourquoi vous partez avec un groupe de jeunes pour créer ce mouvement? Alors moi, les antivaleurs, je les percevais beaucoup plus dans l'aspect corruption. Parce que vous savez, nous sommes l'un des pays les plus corrompus au monde. La corruption gangrène la plupart du secteur public dans notre pays. Et au-delà de ça, il y a des mots. Parce que quand on parle d'antivaleurs,
on fait allusion à beaucoup de choses. Il y a le tribalisme qui est intégré, le népotisme, le culte de la personnalité. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes surpris en pleine Assemblée nationale, le président du Sénat, congrès réuni, qui fait des éloges, un culte au président de la République. Toi, ce sont ces choses-là qui m'ont perturbé. Et puis, de là aussi, il faut dire qu'il y avait quand même cette dose d'avoir étudié à Kinshasa, d'avoir côtoyé des acteurs politiques comme Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le père, Étienne Oui, le Tshisekedi père. Parce que notre école, c'était à 150 mètres de sa résidence. Ah, donc vous êtes un ancien parlementaire debout? Bon, pas que parlementaire debout, mais on partait quand même écouter sa lutte parce que ça nous inspirait. Quand tu es quelqu'un d'années de lutte, on se disait, mais comment il faisait pour résister? Et il nous parlait souvent, un pays doit être Donc, vous géré. étiez influencé aussi politiquement par le combat d'Étienne Tshisekedi, un opposant ce qui se faisait, c'est de la RDC. Condamné en RDC, ce qui condamnait avec le régime Mobutu, le régime Kabila père, Kabila fils, c'est exactement ce qu'on vivait chez nous, sous une autre forme. Donc, c'était les mêmes mots quasiment. Et nous, il nous disait souvent, lorsqu'on est acteur politique, on doit servir son pays, on doit être intègre. Battez-vous à garder votre intégrité. Donc, ça nous a influencé plus ou moins. Et donc, face à ça, oui, j'ai créé cette association avec quelques amis. Et nous avons commencé donc à faire un travail de sensibilisation pour dire que voilà, il faut avoir le patriotisme, il faut aimer le pays. Et ça commençait à prendre, de l'ampleur. Mais est-ce que le patriotisme, justement, dont vous parlez d'Instinct Gavé, c'est ce qui manque au cadre congolais pour développer le Congo? Est-ce que c'est le patriotisme parmi les choses qui manquent? Parmi les choses, c'est le manque de patriotisme, Madame Sarah. Imaginez-vous, quelqu'un qui vole 100 milliards de francs CFA dans son pays pour aller cacher dans les paradis fiscaux, pour aller cacher dans un autre pays. Quelqu'un qui vole 200 milliards, il va investir en Inde, en Chine, il va acheter des immeubles aux États-Unis. Pendant ce temps, au Congo, les jeunes n'ont pas d'emploi. C'est le manque de patriotisme, parce que c'est de l'argent public. Cet argent pouvait servir à la création d'emplois, à la création d'entreprises, à la redistribution de richesses pour permettre à tout un citoyen de vivre dignement, pour avoir la santé gratuitement, l'école, etc. Donc, c'est le manque du patriotisme parce qu'on est égoïste, parce que le manque du patriotisme, l'égoïsme entraîne le manque du patriotisme. On ne pense pas à son pays, mais on pense à soi. On n'est pas patriote. Donc, je pense que oui, le manque de patriotisme fait partie des mots. D'ailleurs, dans notre livre, le changement vers un Congo prospère que j'ai écrit aux éditions Baudelaire. Votre livre programme? Mon livre programme, il est clairement écrit dans le chapitre 2. Nous avons bien dit l'origine du mal, le tribalisme, le népotisme et le manque de patriotisme. Parce que pour nous, ça fait partie des mots qui empêchent notre pays de décoller aujourd'hui. Voilà, on continue avec votre engagement, parcours politique. En 2017, vous créez le mouvement républicain. Alors, je crée le mouvement républicain. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la nouvelle loi interdisait justement les associations politiques. La loi numéro 28 du 12 mai 2017 interdisait aux associations politiques de faire de la politique. Oui, justement. Et donc, du coup, nous avons dissous l'association pour transformer l'association en parti politique. En parti politique. Avec quasiment les mêmes qui ont été avec moi à l'association. Dont certains vous ont quitté? Oui, c'est vrai. Parce que par manque de conviction, à la recherche du pain facile, et je comprends leur position. Est-ce que ce ne sont pas des affirmations gratuites en disant que c'est par manque de conviction? C'était mes compagnons de lutte. Nous avons créé le parti ensemble. Certes, j'étais le visionnaire, mais à côté, il faut avoir des cofondateurs. Mais après, lorsque 2 jours après, 1 semaine après, 2 mois après, vous apprenez que le gars est désormais ailleurs où? Si c'était dans un parti de l'opposition, on pouvait comprendre. Mais si c'est aller se jeter dans la bouche du PCT, on comprend que c'est pour des raisons du vent. Et aujourd'hui, certains d'entre eux nous écrivent toujours en sourdine pour dire je suis toujours du MR, je n'ai jamais abandonné. Vous comprenez Voilà, donc je continue. Mais là, je vais aller jusqu'au bout et à la fin, vous allez commenter votre engagement politique. Et le MR commence ses activités en 2019. C'est vrai. En 2019. En 2021, vous soutenez Parfait Kolela, le défunt Parfait Kolela, et vous êtes son représentant dans les départements du Niari, de la Bouenza et de la Lekumu. En 2023,
vous créez, vous avec deux autres formations politiques, vous créez l'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026, notamment avec le RDD et le PAP. Est-ce que ce mouvement, cette alliance, cette coalition d'opposition existe toujours? L'Alliance a eu quelques petits soucis, honnêtement, et nous avions décidé de quitter, et après ça a pratiquement tué l'Alliance. Ça a tué l'Alliance parce que les deux autres aussi sont allés créer le rassemblement des forces du changement. Est-ce que c'est pas un peu le problème de l'opposition aujourd'hui? Vous créez des coalitions éphémères, des coalitions à la veille pratiquement de l'élection présidentielle, et à la fin, ça ne lance pas le débat sur la crédibilité aussi de la vision que vous partagez au niveau de l'opposition? C'est pas peut-être la crédibilité, c'est peut-être le manque d'une vision commune. Vous pouvez créer une plateforme pour avoir une vision commune, mais pendant le déroulement de la plateforme, vous constatez que il peut y avoir effectivement des dérapages, des changements d'orientation, des changements de discours. Ça fragilise. Et généralement... c'est ce qu'il y a eu justement au niveau de l'Alliance? Bon, au niveau de l'Alliance, c'est nous qui avons décidé de nous retirer, et nous avions évoqué des raisons qui étaient propres à nous. Nous n'avons pas voulu nous attarder sur ça, même si nos anciens alliés nous ont traité de tout à travers notre retrait. Mais vous savez, la politique, elle est dynamique. Et lorsque vous ne vous sentez plus à l'aise dans une plateforme, ben, il y a aussi cette possibilité-là de se retirer. De se retirer. Voilà. Aujourd'hui, les choses se sont bien terminées, puisque les autres ont créé une nouvelle plateforme. Et donc, c'est tant mieux pour tout le monde. Voilà. Le MNR va lancer un mouvement une campagne, j'allais dire, pour demander notamment la libération des prisonniers politiques, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko. Est-ce que Destin Gavet le faisait en tant que jeune opposant pour exister politiquement? Où êtes-vous aujourd'hui avec cette campagne? Vous êtes passé carrément à autre chose, Destin Gavet? Oh, mais Destin Gavet a été la révélation de l'élection présidentielle de 2021. On était déjà assez connus. Je me rappelle quand je suis allé en France en juin 2021, j'ai rencontré des personnes que je connaissais pas, qui m'ont donné des cadeaux de vestes, cadeaux de chaussures, des sommes d'argent, parce que pour eux, la campagne que nous avions fait à côté de Kodila. Qui pour dire c'est la politique paye bien en Afrique et au Congo. Non, mais quand vous le faites avec des convictions, c'est ça le problème. Oui. Ça, c'était pas avec l'argent du contribuable, comme nous voyons aujourd'hui nos amis de la majorité qui puisent dans les caisses de l'État. Ah, vous avez quelque chose de particulier contre vos amis de la majorité, puisque à chaque discours vous les évoquez. Si le pays est aujourd'hui dans cet état embryonnaire, on peut le dire, c'est à cause de qui? Donc, ils sont responsables. C'est leur bilan. Ils doivent l'assumer. Et toutes les fois que nous avons l'occasion d'en parler, nous en parlons. C'est leur échec. Ça, il faut l'admettre. Donc, effectivement, madame, non, cette campagne n'avait pas pour but de nous faire connaître, parce qu'on nous connaissait déjà. Il faut déjà dire que cette campagne, quand nous l'avions lancée, le MR était déjà un parti légalement constitué avec un récépissé, qui nous a pris à peu près 4 à 5 années pour l'obtenir. Donc, vous comprenez par là que nous avons dû batailler pour y arriver. Mais, il faut l'avouer, c'était courageux de notre part d'évoquer un tel sujet. D'ailleurs, ça nous a valu de la prison. En 2022? En 2022, décembre 2022. Donc, vous comprenez que c'était un sujet sensible. Mais nous l'assumons. Nous l'avons fait. Nous avons porté haut et fort la voix des sans-voix. Parce que beaucoup de Congolais y pensent, mais ils n'ont pas le courage de le manifester, de le matérialiser. Mais nous l'avons fait. Et donc, oui, si après, ça nous a donné une visibilité, on va pas s'en empêcher. Mais le but, c'était beaucoup plus... parce qu'aujourd'hui, le général Jean-Marie Michel Mokoko, Madame Sarah Mongia, il a quel âge? Il a 76 ans aujourd'hui. Nous avons suivi, il y a quelques jours, un opposant camerounais, Anissé Ekane. Il est mort dans les geôles. Il est mort en prison. Et donc, les gens seront contents aujourd'hui de voir le général Mokoko mourir en prison. 76 ans pour quelqu'un qui a travaillé toute la vie. Je pense qu'il est indispensable que le président de la République, qui va, à la fin de son mandat, il peut avoir des mesures exceptionnelles en fin de mandat. Et je demanderai au président de la République de faire
de prendre ce tact fort qui peut Vous demandez gracier, une grâce oui, présidentielle gracier pour ce eux. monsieur qui a quand même servi ce pays. Mais il n'y a pas que lui. Vous Non, mais je oubliez parle- à côté. Oui, mais je parle Oui, du c'est cas. vrai que vous Oui, je parle parlez. du Oui. cas Mokoko parce Oui. que pour moi, Hum. au-delà de tout, Il y a aussi c'est le André prisonnier Okombi politique. Salissa. Oui, je parle de Mokoko. C'est le prisonnier politique qui a servi ce pays dans les moments difficiles. On se rappelle de Mais vous 92, parlez 93. des prisonniers politiques, mais pour le gouvernement, il n'y a pas de prisonniers politiques Bref, au Congo. on va pas faire ce débat. Oui. Aujourd'hui, ce que je demande au président de la Oui. République, en tant que citoyen, pas en tant qu'acteur politique, Oui. il est en train d'aller lentement. Dernièrement, il a fêté ses 82 ans, le 23 novembre dernier. Il a eu ses 82 ans. Ça veut dire qu'il est à la fin de son mandat. Il y a des mesures de fin de mandat, de mesures exceptionnelles. Et je demande au président de la République aujourd'hui, de façon solennelle, d'accorder la grâce aux prisonniers politiques, on peut les appeler prisonniers d'opinion. Là n'est pas le problème, mais le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, ils ont déjà purgé un tiers de leur peine, plus d'un tiers de leur peine. Ils étaient condamnés à 20 ans de prison. Aujourd'hui, ils ont déjà purgé pour 8 ou 9 ans pour les uns et les autres. Donc je pense aujourd'hui, si le président peut le faire, ça ne va pas empêcher le pays de fonctionner. Ça ne va pas empêcher les Congolais d'exister. Au contraire, ça sera un acte fort de sa part pour donner cette image que ses partisans lui attribuent d'homme providentiel, etc. Ben, c'est l'occasion de le prouver aussi. Destin Gavé. Avant qu'on aborde les questions d'actualité, notamment l'opération de lutte contre le banditisme lancée par la DGSP, parlons d'abord de votre formation politique, la situation actuelle, comment se porte actuellement le mouvement républicain, parce que en 2001, 25 en avril notamment, vous avez eu des problèmes avec votre secrétaire général adjoint, qui vous a d'ailleurs destitué, et vous, à votre tour, vous l'avez radié du parti. Vous voyez que vous riez, c'est parce que la destitution d'un président d'un parti suit une logique réglementaire qui est définie dans les textes du parti. Donc c'était un non-événement pour nous. Mais par contre, la radiation est née de cette insubordination que les textes prévoient. Il faut sanctionner. Nous l'avons fait et nous sommes passés à autre chose. Vous avez vu, malgré ce bruit que nous avons qualifié de bruit de caniveau, le parti a été maintenu parmi les partis reconnus légalement. Est-ce que c'est pas pour nier les vrais problèmes qui se passaient au niveau du mouvement républicain, de banaliser les problèmes internes du mouvement républicain? C'est un parti que j'ai créé, ça fait 8 ans, madame. Oui. 8 ans que j'ai eu cette vision. Ça fait 8 ans que ce parti existe dans une atmosphère politique hostile. Ça fait 8 ans que nous élevons notre voix pour dénoncer. Donc c'est pas, le MR ne reçoit pas des subventions pour que les gens viennent parler des questions financières. Je vous ai dit d'entrée de jeu que ce sont les membres qui cotisent et nous avons des bilans financiers qui sont faits à tout moment. Donc pour nous, le MR se porte très bien et aujourd'hui encore plus parce que nous préparons à l'élection présidentielle et nous avons resserré nos rangs, nous avons redéfini les choses. Nous avons consolidé nos textes parce que nous avons tenu une session extraordinaire du Conseil national où nous avons consolidé les textes en vigueur. Et donc aujourd'hui, madame, le parti se porte très bien. Voilà. À présent, abordons les questions d'actualité. Je l'ai annoncé, l'opération de lutte contre le banditisme lancée par la Direction générale de la sécurité présidentielle, la DGSP, en sigle, une opération apprécié par la population. Mais que pensez-vous, Destin Gavé? C'est vrai qu'on vous a vu sur les réseaux sociaux faire des sorties pour critiquer cette opération. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'acteur politique? Non, mais madame, nous étions l'un des premiers, sinon le premier acteur politique dans notre pays à apporter un regard critique vis-à-vis de cette opération. Pourquoi? Au départ, beaucoup nous ont traités de tout. Mais aujourd'hui, certains commencent à nous rejoindre. Parce que, madame, on ne dirige pas un pays dans la terreur. On ne dirige pas un pays en violant les lois. On ne dirige pas un pays pour empêcher à ce que les voix discordantes s'élèvent. On ne dirige pas un pays dans la violence, dans la manipulation, dans l'opportunisme. Parce que ce que fait la DGSP aujourd'hui, c'est de l'opportunisme. Je vous le dis, madame. C'est de l'opportunisme. Et vous voyez le président de la République aujourd'hui s'accrocher sur cette question parce qu'il a compris que le peuple qui
avait du mal avec ce phénomène, qui souffrait. Le peuple a trouvé refuge. Et donc, du coup, pour le président de la République, il faut s'accrocher à ça. Mais pourquoi vous qualifiez cette opération d'opportunisme? Et pourtant, c'est une opération lancée pour régler un problème bien réel, l'insécurité dans les rues de Brazzaville, mais aussi à travers le pays. Madame Sarah, oui. Nous avons les forces de police. Nous avons la gendarmerie nationale, qui sont des corps de la sécurité dédiés à régler ces questions. Et le président de la République a dit qu'il a constaté qu'il y avait une lenteur. Mais un chef d'État, lorsque vous constatez, à la fin, faites quoi? Lorsque vous constatez que ceux qui sont censés jouer un rôle, ils n'ont pas pu jouer ce rôle, vous passez par la sanction. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait au niveau de la police et de la gendarmerie? Rien du tout. Ça, c'est un premier volet. Deuxièmement, Madame Sarah, pourquoi nous traitons cette opération d'opportunisme? Parce que nous sommes à 6 mois d'une élection, ça a commencé il y a 6 mois d'une élection. Ce phénomène n'existe pas aujourd'hui. C'est un phénomène vieux de 13 ans. La Direction générale de la sécurité présidentielle n'existe pas aujourd'hui. Elle est créée depuis 2009. Lorsque le président dit que j'ai le décret, c'est une façon irresponsable du président de la République de se comporter ainsi. Le décret, les missions, on ne parle pas comme ça. Le banditisme n'a pas commencé au Congo, madame. Quand on dit on veut pas que nous ressemblons à Haïti, ça sont des arguments farfelus. Vigile pirate. Mais selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait? Puisque vous critiquez, mais qu'est-ce qui devrait être fait? Oui. Dans d'autres pays, lorsqu'on a combattu le banditisme, comment ça s'est fait? En amont, il faut avoir suffisamment de prisons pour que quand on arrête les bandits, on les tue pas. Dans aucun pays au monde, vous allez voir qu'on a arrêté un bandit et on le fait trimballer dans les rues et on lui fout une balle dans la tête. Ça ne se fait pas dans aucun pays au monde. Ce qui se fait, c'est de la criminalité, madame. Il faut appeler chien par chien. La Constitution du 25 octobre 2015, adoptée par le prix du sang. Les Congolais sont morts en 2015 pour cette Constitution. Mais ce que les dirigeants doivent faire, c'est au moins respecter cette Constitution. Que dit l'article 8 de la Constitution? L'article 8 abolit la peine de mort. L'article 8 rappelle que la vie a un caractère sacré. Mais regardez ce que fait la DGSP. Vous arrêtez 4-5 jeunes, vous les faites trimballer dans les rues, et vous arrivez quelque part, vous les alignez, vous tirez sur eux. C'est de la criminalité. On ne peut pas éradiquer un phénomène en violant la loi. Nous ne sommes pas contre l'éradication du banditisme urbain, mais il faut le faire selon les règles juridiques. Nous sommes un pays de droit. Nous avons ratifié tous les textes en termes de respect des droits humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme, prenons notre Constitution, la Charte africaine des droits de l'homme, etc. Mais comment vous pouvez expliquer, madame? Dites-moi en tant que journaliste d'investigation, est-ce que c'est permis? Dans quel pays au monde vous avez vu où on a arrêté un groupe de gens, on les emmène quelque part et on met le feu sur eux, on les bute? Citez-moi un seul pays, ça ne se fait pas. Même aux États-Unis, lorsque le président américain a décidé de traquer les immigrés, mais c'était dans un cadre bien réglementé, on les arrête. Et s'il faut les expulser, on les expulse. Regardez Haïti, puisqu'on prend l'exemple Haïti. On a déclaré l'état de siège à Haïti. On a déclaré l'état d'urgence à Haïti. Mais nous avons un gouvernement peureux, irresponsable, incapable de prendre des décisions. On se cache le décret, voilà, et on dit il faut éradiquer. C'est de l'irresponsabilité. C'est de la lâcheté même. C'est de la lâcheté. Les jeunes qui sont ligotés, on peut pas les emmener quelque part et puis on leur tire dessus. Et après, ça va finir le phénomène. Mais des bandits qui naissent tous les jours. Il faut traiter le phénomène à la racine. Madame, regardez encore un paradoxe. Ça, c'est ce qui m'énerve dans ce pays. Vous avez tous suivi dans ce pays qu'il y a eu un homme d'affaires qui a été assassiné, monsieur Obambi, chez lui à la maison, assassiné chez lui à son domicile. Et on a arrêté un groupe au moins de 8 à 9 personnes. Quand on a présenté devant le procureur de la République, il y a eu un procès et ils ont été condamnés. Donc, vous voyez ce deux poids, deux mesures. Pourquoi les criminels de M. Obambi, pourquoi on les a pas mis une balle dans la tête? Ah oui? Pourquoi les jeunes Congolais qui sont Koulouna? Oui, mais pourquoi on les tue sans procès, sans justice? Nous sommes désormais dans un état barbare. Madame Sarah, c'est un état barbare, il faut le dire. Et ça, je le condamne. Je le condamne parce que nous violons le droit international. Et si la population congolaise approuve, dans sa grande majorité ou presque, cette opération, c'est parce que, imaginez-vous, vous enfermez quelqu'un une semaine dans une maison sans lui donner à manger, vous le sortez, si vous lui donnez à manger,
Vous qui l'avez enfermé pendant une semaine, c'est vous qui lui donnez à manger, c'est cette personne qui va vous dire merci. Vous comprenez? C'est le peuple. Ce métaphore signifie quoi? Mais ça signifie que le peuple aujourd'hui était abandonné par les mêmes aujourd'hui qui commencent à se prendre pour des acteurs, alors qu'à l'époque, ils n'ont pas pu sortir ce peuple. Et comme le phénomène a pris de l'ampleur, pour le peuple aujourd'hui, c'est le salut en face, et donc il faut applaudir. Mais je vous répète, madame, cette opération viole le droit international. Cette opération fait de notre président un complice de criminalité. Vous l'avez déjà dit, Destin Gavé. On va évoluer, en tout cas, dans les questions d'actualité. Le 28 novembre dernier, le président, devant le Parlement réuni en congrès, a adressé un discours sur l'état de la nation. Toujours critique, hein, Destin Gavé. Madame, on critique, on s'est pas bien fait. Oui, toujours critique. Il est revenu sur sur l'historique du pays, les événements tragiques qu'a connu le pays. Il appelle notamment les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat et l'auto-emploi pour régler le problème du chômage. Ben, nous avons eu l'impression d'assister à un cours d'histoire. Un cours d'histoire, c'était un récit d'histoire, madame. C'est pas ça l'état de la nation, c'est pas ça le discours sur l'état de la nation. Et le discours sur l'état de la nation doit refléter la réalité du pays. On ne ment pas dans un discours sur l'état de la nation. On dit la vérité aux compatriotes. On assume. Et ce que nous avons vu, ce sont des redites. Depuis plusieurs années déjà, le président est toujours dans cette forme de communication qui ne donne plus espoir aux Congolais. Beaucoup n'en suivent même presque plus ces discours sur l'état de la nation. Et on ne retient pas grand-chose parce qu'on se contredit année après année. 2024, année de la jeunesse, 100 000 emplois. Non, c'était une façon de mettre en place des politiques. Oui, c'était pas pour que les emplois soient créés. Donc, on est en train de naviguer, on est en train de tergiverser alors que les urgences sont ailleurs. Donc, c'est un discours, comme d'habitude, un discours creux, vide de sens, qui n'a pas apporté grand-chose dans l'esprit collectif. Les Congolais n'ont presque rien retenu. Ah, les Congolais, est-ce que vous avez fait un sondage pour dire que, pour parvenir à cette conclusion, que les Congolais n'ont presque rien retenu? Ou encore c'est votre discours de politique simplement? Madame, je dirige un parti politique qui a près de 1000 adhérents, qui sont là, qui paient leurs cotisations et autres. Donc, très facilement, on peut avoir le ressenti de la rue. Et les Congolais sont lassés, sont fatigués de cette gestion. Et les Congolais veulent autre chose. Je pense que le président Sassou a donné ce qu'il pouvait donner. Aujourd'hui, il n'est plus l'homme de la situation. Il faut penser à autre chose. Il faut du renouveau politique. Il faut reconstruire ce pays. On ne peut pas reconstruire le pays avec les mêmes qui ont plongé ce pays dans l'abîme. Et je pense, c'est le sentiment des Congolais. Les Congolais veulent le changement. Et qu'est-ce que vous, au niveau de l'opposition, vous proposez justement pour emmener le Congo vers son développement et le changement que vous voulez, puisque vous êtes aussi un candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. J'ai publié un ouvrage. Oui. Du changement vers un Congo prospère, un livre de 28 chapitres et 130 pages. Oui. Et bien, dans ce livre, vous trouverez toutes les réponses à vos questions concernant le Congo de demain. Puisque nous avons en face de nous l'auteur du livre, votre livre programme. Mais oui. Madame, honnêtement, le pays est à refaire, je l'ai dit. Le pays est géré comme... Mais selon vous, il n'y a pas des acquis, des gouvernances passées, il n'y a pas des acquis qu'il faut peut-être améliorer. Vous parlez simplement, carrément... La refondation. La refondation. Oui, mais la refondation, il faut traiter le mal à la racine. La refondation, effectivement, c'est dans la plupart des secteurs clés. Il faut refaire le système de santé. Il faut refaire même le système éducatif. Il faut, madame, refaire le système judiciaire. Vous voyez, donc on ne peut pas parler de l'amélioration sur ce qui est déjà effectivement pourri à la racine. On parle d'amélioration lorsqu'il y a possibilité de rattraper. Mais aujourd'hui, madame... Vos mots sont assez durs, pourri à la racine. Mais c'est la vérité. Le président le dit, le verre est dans le fruit. Vous connaissez ce que ça signifie? La première fois que cette expression a été utilisée, mais elle a été utilisée par Hitler. Le verre est dans le fruit, ça veut dire que la situation est catastrophique. La situation va vers la fin. Mais il parlait justement de la justice à l'époque. Le contexte était de la justice lors du Conseil supérieur de la magistrature. Pour nous croyants, la Bible dit quoi? Pour nous les croyants, la justice élève une nation. Comme vous avez une nation pourrie par la justice, ou une justice est pourrie, c'est que c'est toute la nation qui est pourrie. Parce que la justice est censée mettre le pays sur les rails.
Et malheureusement, nous avons une justice aujourd'hui aux antipodes de la réalité. Et donc, voilà pourquoi nous parlons de la refondation et le changement vers un Congo prospère est un ouvrage qui va permettre à ce que nous puissions retracer et reconfigurer ce pays, remettre ce pays sur les rails. Il y a les acquis, nous en avons quand même eu. Il y a eu des acquis dans les années 60 avec le président Alphonse Massamba Deba, mais qui malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus d'industrie. Combien d'industries avons-nous de transformation? Rien du tout. C'est pour dire que nous régressons au lieu d'avancer. Et madame, je vais terminer sur ce volet. Vous constaterez que nous avons un pays aujourd'hui qui recule au lieu d'avancer. Quand vous prenez les 10 dernières années, la plupart des pays, je vais vous citer le Cameroun, je vais vous citer le Gabon, je vais vous citer la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là avaient des budgets, le Sénégal avait des budgets plus ou moins égaux au budget du Congo. Aujourd'hui, les autres sont à 16 000 milliards de francs CFA, 7 000 milliards, les autres sont à 5 000 milliards. Le Congo, au lieu d'avancer, le Congo recule. C'est parce que nous n'avons pas pu transformer notre économie. On est resté dépendant du pétrole parce que c'est la gestion. Vous pensez que par rapport aux autres nations, par rapport aux autres nations africaines, le Congo est en train de régresser socio-économiquement? Vous allez comparer le Congo à la Côte d'Ivoire ou bien qui a bénéficié d'un prêt du Congo de 100 milliards dans les années 2010. Vous allez comparer aujourd'hui Brazzaville à Abidjan. Vous allez comparer Dakar à Brazzaville. Vous comprenez que les autres avancent. Nous, on recule, madame. On n'arrive pas à gérer une petite ville comme Brazzaville avec les transports en commun. Il n'y a rien du tout. Nous sommes au système archaïque. On n'arrive pas à améliorer, on n'arrive pas à construire, développer, moderniser notre ville. Il n'y a rien du tout. Est-ce que c'est pas un discours négationniste de votre part? C'est un discours réaliste parce que les faits sont palpables. Circuler dans Brazzaville, il y a des nids de poules partout. Ça veut dire qu'on n'arrive à rien faire. On n'arrive pas à déboucher ce qu'il faut. On n'arrive pas à éclairer nos villes. Nous sommes encore à l'étape où il faut parler des questions d'eau, d'électricité, madame. Vous pouvez pas faire une semaine chez vous sans courant, mais c'est l'époque, le Moyen-Âge. Là, nous repartons au Moyen-Âge. Et ça, c'est parce que nous avons des dirigeants qui n'ont pas de vision. Nous sommes à l'époque de la cueillette. On va cueillir, on vend et puis on utilise, c'est tout. Aujourd'hui, même un enfant de 5 ans peut diriger le Congo parce que nous dépendons exclusivement du pétrole. Ou presque, on n'a pas pu diversifier notre économie parce qu'on a eu à la tête des dirigeants sans vision, inertes, qui ne pensaient qu'à voler, tricher, la corruption un peu partout, et nous voulons changer ces choses. Alors, vous voulez changer ces choses. Si et seulement si, vous arrivez à vous faire élire. Je serai élu, madame. Avec quel... non, permettez-moi. Oui, mais évidemment, permettez-moi de poser une question. Oui, c'est sans filtre, évidemment. Avec quelle assise politique? Vous comptez sur quoi, Destin Gavé? Vous comptez sur quoi? Madame, être élu à la tête d'une nation tient compte de beaucoup de paramètres. Oui, dites-nous. Ah oui, non, mais je vous dis que ça tient compte de beaucoup de paramètres. Oui. Il y a les paramètres physiques, il y a les paramètres métaphysiques, il y a des paramètres spirituels. Beaucoup de paramètres, madame. Ne prenez pas... nous sommes en politique. Vous faites intervenir et le spirituel dans la bien politique. Évidemment. Donc, lorsqu'on aspire à diriger un pays, on ne peut pas compter que sur son programme politique. On ne peut pas compter que sur son intelligence. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et nous sommes convaincus aujourd'hui, avec la situation catastrophique de notre pays, le rejet systématique du système actuel, c'est-à-dire qui n'a pas pu offrir le strict minimum à nos populations depuis 42 ans. Et je pense aujourd'hui, le sentiment est là. Ça sera une forme de référendum en 2026. Le oui pour la continuité du système pourri, le non pour le changement et l'alternance. Et je pense que le non, le changement et l'alternance l'emportera parce que le peuple aspire au changement. Mais au niveau de l'opposition, c'est vrai que les stratégies, est-ce que on peut espérer à une éventuelle candidature commune de l'opposition pour mutualiser les forces et pour mieux affronter cette élection? Parce que de l'autre côté, la majorité présidentielle, évidemment, se prépare pour ces élections. Oui, madame, je vois un peu partout candidature unique. Les candidatures uniques posent souvent beaucoup de problèmes, pas seulement au Congo, un peu partout en Afrique. Prenez le cas du Sénégal en 2024. Il y a eu 18 candidats, 14 de l'opposition. On n'avait jamais parlé de candidature unique au Sénégal. Parce que la question électorale, la situation complexe de notre pays, le Congo, où vous avez des opposants qui sont fabriqués, des opposants qui émargent
des opposants qui, la nuit, ils sont en pila, le jour, ils sont opposants. Mais avec est-ce qu'en disant ceci, vous ne dites pas l'opposition vous-même dont vous faites partie de cette opposition? Mais on ne peut pas ne pas dire ce qui est vrai. Madame, vous avez dit que j'ai grandi avec des valeurs d'intégrité. Je suis authentique. Je ne peux pas aujourd'hui dire ce qui n'est pas réel pour faire plaisir à X, Y. L'opposition congolaise ne peut pas aujourd'hui avoir une candidature unique. On peut peut-être avoir une candidature consensuelle où certains partis peuvent se regrouper autour d'un candidat, mais dire une candidature unique, un seul candidat, vous n'en trouverez pas. Parce que chacun est candidat sur la base des intérêts, sur la base du rôle qu'il doit jouer. Il y a de ces candidats aujourd'hui qu'on ne peut pas les citer. Quand vous dites un Congolais qu'un tel est candidat, mais le Congolais s'éclate de rire parce qu'on connaît que ces candidats jouent un rôle. Mais avec ces candidats qui se déclarent opposants, vous allez vous mettre ensemble comment? Parce que lui, il est là en mission. Il obéit aux instructions. Mission commandée par qui? Mais par ceux qui le financent. Mais c'est très clair. Il y a des gens, comme vous voyez même la couleur de sa chaussure, il peut pas se taper 25 millions pour payer la caution électorale. Il va les avoir où? Quand vous voyez déjà la couleur de sa chaussure, quand vous voyez sa maison, vous comprenez par là que il y a certainement des gens derrière qui financent pour faire plaisir, pour jouer un rôle, pour crédibiliser l'élection. Merci. Donc on ne peut pas compter sur ses opposants pour aller vers une candidature unique. C'est une impossibilité. Ça ne peut pas voir le jour dans le contexte politique actuel, madame. Au Congo. Et au Congo, bien évidemment. Même ailleurs, c'est très difficile. Je vous ai parlé du Sénégal, qui est un pays démocratique, qui est un pays où les gens commencent à voter depuis 1920. Madame Sarah. Mais ce que je veux finir en disant, il peut avoir une candidature consensuelle d'une part, mais aussi dire à la population congolaise qu'aujourd'hui, il est question de juger le maçon au pied du mur. Les acteurs politiques aujourd'hui sont restés constants durant plusieurs années. Regardez leur programme, regardez leur discours, choisissez la personne qui peut aujourd'hui être capable non seulement est-ce que Destin Gavé qui nourrit les ambitions présidentielles, bien vous parlez de la candidature consensuelle au cas où dans ce consensus là c'était pas Destin Gavé qui était choisi pour aller représenter l'opposition, est-ce qu'il va accepter faire taire ses ambitions? Destin Gavé n'a jamais du mal à soutenir qui que ce soit, puisqu'en 2021, un exemple palpable. Nous parlons de 2026, nous parlons de 2026. Je peux vous dire que si je l'ai fait en 2021, je peux le refaire en 2026. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, madame, soyons sérieux, soyons honnêtes. De 2021 à aujourd'hui, Destin Gavé fait partie des acteurs politiques qui sont restés constants. Un acteur politique qui est resté droit dans ses bottes, qui a toujours apporté une critique quand il le fallait, qui a soutenu le peuple quand il le fallait. Nous avons vu la question des terres, nous avons défendu notre peuple. Nous avons vu là où on a reçu un imposteur ici, nous avons levé la voix pour le faire dégager de notre pays. Je parle ici de l'ancien président Guissao Binéen. Puisque vous l'évoquez. Ah ben voilà, donc vous comprenez. L'ex-président qui a quitté le Congo. Mais vous pensez qu'il a quitté le Congo à cause de vos propos, comme cela fut le cas au Sénégal avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Allez-y lire la presse africaine, madame, vous allez comprendre que tout ce qui est relayé dans la presse africaine, c'est qu'il y a un politique, il y a un parti politique, il y a un opposant qui sont positionnés et ça fait bouger les lignes. On ne dit pas que c'est grâce à nous, mais nous avons parlé, nous avons dit ce qu'on avait à dire et aujourd'hui, il n'est plus sur notre sol. Ben, nous nous réjouissons, nous félicitons les cadres du mouvement qui sont mobilisés à dénoncer là où tout le monde s'est tu parce que pour nous, on ne peut pas accepter à 3 mois d'une élection héberger une personne qui a triché, qui a manipulé les élections chez lui pour venir nous créer un sentiment de désastre et de désordre ici. Les Congolais veulent du changement. Et le président des stations de Sceaux doit profiter pleinement de ces 3 mois qui restent pour que nous ayons une nouvelle ère en 2026. Mais c'est pas à vous, en tant qu'opposant, de décider s'il sera candidat ou pas. Non, c'est pas à vous. J'ai dit de profiter de ces 3 derniers mois de mandat. De son mandat. De mandat. Oui. Et s'il est candidat, ben, il sera battu. Ah, ça, c'est les urnes qui vous donnent raison. Eh ben, madame, on n'aspire pas à diriger sans pourtant être sûr sur quoi on compte. Ouais. Destin Gavé, sur l'état de santé de l'opposition congolaise, vous l'avez évoqué, divisé par les intérêts, par les ambitions. On parle de plusieurs types d'opposition. Mais avec quoi, évidemment, c'est vrai que vous, à l'opposition, vous parlez d'opposition, des manigances qui existent au niveau de l'opposition. Vous, à l'opposition, vous aspirez évidemment à l'alternance. Exactement. Avec quel état de santé, avec quel poids, avec quelle stratégie aujourd'hui? C'est vrai que vous, en tant que mouvement républicain,
Mais à côté, il y a d'autres formations de l'opposition également. C'est vrai, madame. Vous savez, la question électorale, c'est une question qui pose problème. Une partie de l'opposition pense que l'élection est jouée d'avance, les dés sont pipés, ça ne sert à rien d'y aller. Nous respectons ce point de vue. Et de l'autre, nous qui pensons qu'il faut aller. Mais madame, si vous dites que les dés sont pipés, il faut pas y aller. Après, on fait quoi? On reste à la maison, on attend que Sassou Nguesso ou le PCT soit élu hors la main? Non, nous pensons qu'il faut pas jouer à ce jeu. Il faut pas jouer à la politique de la chaise vide. Maintenant, vous savez, quand vous êtes à 3 mois de l'élection, beaucoup de choses peuvent se faire. Beaucoup de ralliements, beaucoup de compromis. Nous pensons qu'avançons. Il y a beaucoup de personnes qui déclarent les candidatures parce qu'ils veulent les déclarer. Mais on attend ceux qui vont aller jusqu'au bout du processus. Mais est-ce que vous lisez quand même sur les réseaux sociaux dont vous êtes d'ailleurs très actif sur TikTok, sur Facebook, où il y a eu un commentaire où on a posté vos photos que les jeunes opposants, notamment vous, parmi ces opposants, que vous partez à cette élection pour accompagner la victoire du PCT et aussi prouver que vous avez 25 millions dans votre compte. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, la question de 25 millions, il faut dire que le pouvoir a fait exprès de mettre la caution électorale assez haute. Pourquoi? Parce que pour le pouvoir, c'était une façon d'écarter les potentiels adversaires. Je pense que c'est une manœuvre politicienne, une ruse. Mais aujourd'hui, les obstacles, on peut pas si vous êtes en face d'un obstacle, il faut chercher un moyen à contourner cet obstacle. 25 millions peut paraître beaucoup, c'est d'ailleurs beaucoup. Maintenant, lorsque vous avez cette ambition, il faut trouver les moyens. On ne peut pas aspirer à diriger un pays, à faire campagne si vous n'arrivez pas à trouver déjà la caution électorale. Et je pense, madame, au sein du MR, les gens sont en train de se battre. Nous avons, à une certaine période, en décembre dernier, pu mobiliser plus d'une dizaine de millions pour organiser notre congrès. C'était sur fonds propres. Et nous appliquons la même méthode. Et nous espérons qu'au moment venu, nous aurons aussi le soutien du peuple congolais qui aspire au changement. Si Destin Gavé arrivait au pouvoir, avec quel système de gouvernance? Est-ce que vous êtes panafricaniste? Parce qu'on vous a vu aux côtés de Kémy Séba il y a quelques temps, qui a voulu même organiser une conférence au sein de votre siège. Est-ce que Destin Gavé était panafricaniste? Ah oui, c'est un mouvement aujourd'hui qui se répand à travers le continent, en Afrique de l'Ouest notamment, Mali, au Burkina, au Niger. De naissance, madame. Oui. Déjà, quand on est sur le continent africain, on doit normalement défendre les valeurs et défendre le continent africain. En tant que fils d'Afrique, oui, je suis panafricaniste. Maintenant, la gestion que nous voulons demain, mais c'est une gestion axée sur l'éthique, la transparence, axée sur l'intégrité. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ce qui manque aux dirigeants congolais. Il y a carence d'intégrité, carence d'éthique, il y a plus des antivaleurs. Et nous pensons qu'il faut rétablir les choses. Et nous l'avons largement expliqué dans notre livre. Il faut mettre en place des structures, des conseils, des agences pour l'intégrité et la transparence. Et je pense que ça va nous permettre d'avoir une gestion saine et rationaliser les dépenses publiques pour créer un équilibre et que les richesses profitent à tous les Congolais. Merci Destin Gavé. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission Sans filtre. Mais dans cette émission, nous avons une rubrique Que pense le public? Et nous avons tendu notre micro aux Congolais pour dire ce qu'ils pensent notamment de l'opposition congolaise. Et je vais vous montrer quelques images. Et depuis que j'ai compris que la politique c'est du mensonge, je l'aime plus aussi. Je l'aime plus la politique. Que ce soit quelqu'un qui vient me dire oh il est de l'opposant ou il est de la majorité présidentielle, tant pis. Preuve, quand vous descendez, vous les députés, vous les politiciens, quand vous descendez dans nos centres là, dans nos quartiers, tout ça là, vous venez avec les dons, vous nous trompez là, on va faire ceci, on va arranger le courant, on va arranger l'eau, on va monter une usine, on va faire ceci, on va faire cela. Une fois, vous nous donnez vos t-shirts, vous nous donnez vos 2000 francs, vous nous donnez des casquettes et vous partez. Il y a même un jour, c'est son propre collègue député qui lui a trahi. Ils se sont retrouvés à l'Assemblée là-bas. Et on l'a demandé, mais mon frère, mais depuis des élections, toi tu passes plus chez nous là-bas, mais il y a quoi? Il a répondu catégoriquement que moi je les ai donné de l'argent. Je n'ai plus rien à voir avec eux.
l'opposition congolaise. Elle existe dans ce pays? Je pense pas, parce que concrètement, moi, je ne la vois pas. Je la vois beaucoup plus dans les réseaux sociaux, parce que je ne la vois pas en train de se prononcer sur la situation réelle du pays, sinon que dans les réseaux sociaux. Hein. Et c'est là où moi je la trouve très agissante. Hein, mais concrètement sur le terrain, en tout cas, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'elle est broyée. Voilà. Elle est broyée par le système. Voilà ce que je peux dire. Mais on va faire confiance comment dès lors qu'on ne les voit pas sur le terrain. C'est ça. Quand on les voit sur le terrain, ils se manifestent, ils font des sittings. Bon, à ce moment-là, on peut dire, ah voilà, il y a une opposition qui est là contre le pouvoir en place. Mais là, il n'y a rien là. Il se passe des choses, elle est inexistante. Et donc, voilà, pour moi, je dis qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas, il n'y a pas de grands leaders. Et donc, presque tous les leaders qui étaient vraiment mordicus ont été broyés. Donc, voilà. Voilà, Destin Gavé, vous avez suivi ces vidéos, vous sentez la crise de confiance, les gens ne croient plus à l'opposition et certains même nient que l'opposition n'existe pas. Et qu'est-ce que cela vous inspire en tant qu'acteur politique? Bon, il a nié la présence de l'opposition sur le terrain, c'est deux choses. Il a beaucoup plus mentionné le fait que l'opposition existait sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes à l'ère du modernisme, il faut que ce citoyen comprenne que ce n'est pas facile d'exister sur le terrain dans un régime répressif, puisque même lorsque nous demandons des autorisations pour organiser des meetings, on ne les a jamais obtenus. Ça veut tout simplement dire que les réseaux sociaux aujourd'hui deviennent un moyen plus facile pour véhiculer les messages. La plupart des Congolais aujourd'hui, ou presque, ont un smartphone dans le milieu rural, donc le milieu urbain, pardon. Même dans le milieu rural, on commence à en trouver beaucoup avec des smartphones. Oui, on nous reproche beaucoup de choses. C'est parce que effectivement, on a mis dans la tête des Congolais que les opposants sont des personnes qui sont manipulées, contrôlées. Et est-ce qu'on a mis encore, ce sont les actions d'opposition que le peuple vous qualifie ainsi, qui poussent le peuple à vous qualifier ainsi? Oui, mais peut-être que quand il dit on n'est pas sur le terrain, certes, on n'est pas trop sur le terrain, mais du moins. Mais l'autre vidéo où il dit vous tous, hein, vous êtes les politiciens. Ouais. Bon, là, il a parlé de la politique en général. Mais quand on parle des monteurs, ceux qui montent, c'est ceux qui dirigent. On ne peut pas. Mais vous êtes politique, vous n'allez pas vous dédouaner puisque vous-même aussi vous êtes politique. Oui, l'acteur politique de l'opposition, on peut le traiter de monteur dans les promesses, mais il faut d'abord que ce dernier soit capable de prouver ou pas ce qu'il a promis. Mais par contre, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui mentent parce qu'ils font des promesses qui ne tiennent pas, alors qu'ils ont la possibilité de les tenir. Mais oui, je reconnais qu'il y a une crise de confiance, on ne peut pas le nier. C'est à nous de faire des efforts, mais aussi à la population d'être plus vigilante, parce que vous savez, nous avons une population aujourd'hui qui a du mal avec la connaissance de ses droits fondamentaux, et c'est difficile de défendre un peuple qui ignore ses droits. Et nous faisons un travail de sensibilisation pour permettre à la population effectivement de ne pas sombrer, de garder espoir. Et la question n'est plus opposant, pouvoir, la question c'est le changement. Maintenant, il faut se focaliser sur les moyens de changement. Et ça, au moment venu, le peuple finira par comprendre les vrais acteurs politiques qui sont pour le changement. Merci beaucoup, Destin Gavé, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes à la fin. Dernière question. Mais là, on vous a vu au deuxième congrès ordinaire de l'UPADES. Oui, c'est ça, oui. Oui. J'étais invité et j'ai répondu à cette invitation. L'UPADES est un parti politique, quoique ayant un membre au gouvernement. C'est un parti politique qui est aujourd'hui mais pourquoi vous commencez par cette justification? C'est la réalité, c'est ce que les Congolais sont focalisés sur ça. Et ce n'est pas pour rien, et c'est la réalité. Ils ont un membre à l'opposition, au gouvernement, oui. Et donc ils sont d'une façon ou d'une autre comptables de l'action du gouvernement. Merci. Maintenant, on a été invités, comme nous les avons invités il y a une année,
Ils sont venus, nous sommes allés, et c'est ça, madame. C'est la culture bantou, le respect à l'invitation. On vous invite et vous répondez présent. Merci beaucoup, Destin Gavé, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Je vous souhaite bonne chance et bonne continuation dans ce programme que je trouve déjà alléchant. Merci à vous également pour votre attention. Merci à l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Et c'était Sans filtre avec Destin Gavé. On se retrouve le dimanche prochain avec un autre invité. Sans filtre, présenté par Sarah Mondia.